Attention Coco, on est trop lent, je chante et c'est à toi. Fréquence Live, l'émission qui fait du bien à tes oreilles. L'émission qui fait du bien à tes oreilles. Bonjour, bienvenue dans Fréquence Live, émission aujourd'hui présentée par Morgane, lycéenne à la cité scolaire Paul Scarron, qui a voulu poser des questions d'ordre musical, social, mais aussi environnemental au groupe Inspector Clouseau. 30 minutes d'interview exclusive dans Fréquence Live sur Fréquence Sillé. Bonne écoute, à toi Morgane. Attention Coco, on est trop lent, je chante et c'est à toi. Bonjour à tous et bienvenue. Donc, nous sommes avec Laurent, membre du groupe Inspector Clouseau, et Mathieu. Donc c'est un groupe de rock français qui est assez connu dans le monde entier. Mais je vais laisser parler qui vont se présenter, ils vont dire par exemple pourquoi ce nom de groupe par exemple, ou bien quand a été créé le groupe et pourquoi et comment cela s'est-il fait. Alors le groupe a été créé à Mont-de-Marsan, dans les Landes, au lycée Victor Duruy, qui est aussi le lycée d'Alain Juppé. Et on s'est rencontrés en prépa, en maths sup. Donc on a vachement dévié et après on ne s'est plus jamais quitté. Donc on a d'abord commencé par un groupe qui s'appelait Wolfenkind qui a duré 10 ans, un groupe de copains. On a fini nos études quand même, donc lui il est ingénieur en matériaux composites et moi j'ai une maîtrise de physique fondamentale. Et après à la fin des Wolf là, on a créé Clouseau sans bassiste à cause d'énormes galères avec les bassistes, parce qu'on a changé 4 fois. Et c'était le fondement du groupe. Et c'était en 2008. Et là, c'est parti sur les chapeaux de roue, notamment au Japon. Et après, c'est un groupe qui a très vite marché. Et on a fait un choix assez fort pour l'époque. Alors, c'était le début de l'arrivée d'Internet. On a fait un choix fort, c'était de rester chez nous, en rural, et de créer nos propres structures de labels, tourneurs, d'être complètement autonome et de refuser notamment des offres de major. Et assumer ce côté de dire on est en rural, on peut le faire, on n'a pas d'argent mais on va créer notre propre truc. Et jusqu'à l'année dernière on a poussé le truc de l'autonomie, il y a 3 ans, aller plus loin, à acheter une ferme et à être aussi agriculteur en plus à côté pour se faire à manger et relancer une exploitation d'oie chez nous en Gascogne. Voilà. Parce que déjà, de ce fait, il faut se rappeler, c'est que déjà vous êtes 2 musiciens, vous êtes tous les 2 seuls sur scène, mais à côté vous n'êtes pas que ça, vous êtes aussi des agriculteurs et c'est ce que je me demandais justement, c'est comment vous faites pour allier à la fois ce métier agriculteur qui prend énormément de temps et le métier de musicien. Alors en fait c'est une histoire d'organisation et un travail de fou. Mais ça se voit quand même sur nos mains, comme tu peux le voir. Tu vois là, ça c'est le ramassage du maïs mercredi. Voilà, et jusqu'à mercredi soir, on ramassait le maïs à la main, qu'on mettait au crip, donc c'est le truc à sécher là pour nos oies. Parce qu'on commence le gavage de nos oies dans 10 jours, donc à la fin de la tournée. Donc là, c'est l'avant-dernière date. Et le lendemain du ramassage du maïs, on joue à Périgueux. Et on était repus quoi. Et après, ça nous maintient en forme, etc. Et après, pour répondre à ta question, c'est une organisation. C'est comme on est sur. Il y a 2 parties. Il y a la partie potager, où on est autonome alimentairement parlant, donc on a tout potager, etc. Donc ça, c'est un peu à l'année, mais l'hiver, c'est un peu une hibernation quand même. Et après, il y a l'élevage d'oies, qui est quand même quelque chose d'hiver. C'est-à-dire qu'à partir d'avril-mai, on commence à avoir nos oisons et on les élève tout l'été, etc., etc. Mais le gros travail, c'est là, ça va commencer maintenant, jusqu'à fin janvier. On lave l'hiver, etc. On transforme, on cuisine après, etc. Et donc là, on s'arrête. On s'arrête pendant 3 mois, alors que le groupe est en pleine explosion en France. Et on a refusé 33 offres d'ici Noël pour prendre le temps de faire notre métier, deuxième métier. Parce que c'est de l'oie et c'est 3 fois par jour le gavage. Donc moi, je suis plus sur la chaise pendant 3 mois. Mais c'est très bien et ça nous permet de prendre du recul aussi par rapport au monde de la musique qui nous plaît pas trop. Voilà. Et on est dans un monde très agréable, très rural, avec des gens super et des rapports extrêmement sains, des gens géniaux, on rigole beaucoup, ça travaille beaucoup par contre, mais c'est très agréable. Ça nous permet de nous régénérer et on écrit souvent beaucoup de chansons. Là. Donc là, on va rentrer dans un processus d'écriture pour le prochain.
Et on va repartir en tournée sur cet album parce qu'il y a pas mal de succès, beaucoup de demandes. Donc on va tourner de février à fin août. Et en septembre, on enregistrera le prochain qui aura été écrit là dans la période qui va arriver là, d'hibernation, où on est en train de gaver. Entre chaque gavage, on écrit des chansons. Voilà, donc ça, c'est deux choses très complémentaires. Mais en termes de temps de travail, évidemment, nous on est plutôt autour de 70 heures par semaine que 35, ça c'est sûr. Voilà. Oui. C'est assez impressionnant. Et puis, le fait de devoir tout organiser comme ça, de vous-même, oui, en effet, là-dessus, on peut rien dire. Vous bossez, ça c'est clair. Mais après, en sachant que vous êtes deux sur scène, moi, pour ceux qui auront peut-être eu la curiosité d'aller voir ou d'écouter la musique d'Inspector Clouseau, il y a quand même le fait que, même si vous êtes que deux sur scène, vous avez quand même une énergie assez impressionnante. On a plus l'impression que vous êtes beaucoup plus nombreux. Et comment vous faites ? Bon, ça c'est un truc qui revient souvent, c'est gentil déjà de le dire, hein, mais alors dès le début du groupe, on s'est retrouvés tous les deux, mais l'ancien groupe on était 8. Et on s'est retrouvés tous les deux parce qu'on est amis et que les choses sont simples entre nous. Je pense qu'à deux, on a une énergie de 10. Parce qu'on a une amitié, parce qu'on est ensemble à la ferme aussi, on est ensemble tous les jours au bureau pour gérer notre label. C'est une vie commune, en plus de nos compagnes qui travaillent aussi à la ferme, parce que c'est un projet familial. Donc je pense que sur scène, les gens oublient qu'on est deux. Ils entendent bien qu'il y a une guitare, une batterie et un chant, mais on arrive à faire oublier au public qu'on est deux. Déjà par les techniques instrumentales, par le chant, c'est-à-dire que le chant, je me force à ne pas avoir qu'une voix, j'essaie d'en avoir plusieurs, je fais attention parce que c'est un troisième instrument. Si je chantais toujours pareil, ça pourrait être vite pénible parce que c'est un peu embêtant avec deux sources d'instruments. Si vous le seul troisième, il fait toujours la même chose. Donc je me force vraiment à varier pour essayer d'être le plus diversifié possible pour que le public puisse, et ça nous permet de varier la dynamique en permanence. Donc ça, et après on essaie d'être extrêmement, de travailler énormément sur la dynamique, c'est-à-dire de jouer petit, de jouer très fort, de jouer petit, de jouer très fort et d'improviser énormément. On n'a pas d'ordre prédéfini de morceaux par exemple quand on monte sur scène. Donc construire avec le public des choses. Alors après, ça demande aussi une énorme expérience. C'est dû à notre expérience puisqu'on a fait quand même 800 dates en 8 ans dans 44 pays, ce qui fait qu'on a une aisance qui nous permet on fait ce qu'on veut, on se trouve les yeux fermés. Si je veux envoyer un riff, il sait pas ce que c'est des fois, hein, Mathieu, mais il rentre dessus sans problème, ou on va faire telle ou telle chanson. Donc la réponse à la question de savoir pourquoi, je pense que c'est tout ce que je viens de t'expliquer. On utilise plein de trucs. C'est notre choix à nous d'être que deux. On ne veut pas que le public, on ne veut pas l'imposer au public quelque chose de chiant et de minimaliste parce qu'on n'est que deux. Voilà. Et c'est notre démarche. Et sans ordi, hein, parce que c'est interdit chez nous. Ça. Voilà. Sans ordinateur. C'est-à-dire on fait du blues, c'est du blues, du rock à notre façon. C'est interdit, c'est organique, c'est naturel, c'est à quatre mains. On sort ce qu'on arrive à sortir et on ne triche pas en mettant des bandes. Voilà. C'est la base de la musique de toute façon. Je sais, mais aujourd'hui, malheureusement, il y a 90% des groupes qui jouent avec des bandes sur scène et même des groupes de rock, et qui se disent rock ou blues. Là, on a joué sur les festivals d'été, cet été, les Eurokéennes et tout ça. Même sur les Eurokéennes, qui est un super festival, sur une autre soirée, il n'y avait que 6 groupes qui jouaient vraiment live total. Et c'est vraiment dommage. Et c'est une évolution par le bas, en fait, c'est un nivellement par le bas parce que avec des ordinateurs, on arrive plus vite à certains résultats. Et d'ailleurs, je me demandais comment vous avez fait pour atteindre autant d'octaves à certains aigus quand même qui sont assez impressionnants, parce que pour beaucoup de personnes, on n'y arriverait pas. Donc comment vous avez fait tout ce travail ? J'en sais rien. Non, j'en sais rien. Dans l'ancien groupe, je chantais pas. Je faisais que les chœurs. Et je me suis mis au chant par la force des choses en disant que deux, Mathieu il chante comme une chèvre, donc si tu veux c'était vite réglé, si tu veux, donc t'es là, tu t'y colles, ouais, ok. Et après ça s'est fait comme ça, petit à petit, je fais ouais, je peux faire ça. Et puis c'est vrai que d'année en année j'arrive j'ai plus confiance en moi, et j'arrive et là on va enregistrer le prochain album avec
avec ce producteur, enfin le producteur de Jack White et tout ça, qui nous a repéré sur le dernier qui a mixé, mais qui veut là sur le prochain le produire à Nashville. Il va pousser à fond encore plus, il va me casser les pieds encore plus pour aller encore plus, pas plus haut, mais aller travailler encore plus ma voix, aller rechercher d'autres choses, parce que je pense que je suis qu'à la moitié de ce que je peux faire. Donc c'est très personnel, la voix c'est un instrument qui contrairement aux autres touche quand même au tréfonds de sa personnalité, de son âme. Et donc je pense que tout le monde a en soi, s'il a envie, tout le monde est un grand chanteur ou une grande chanteuse. Mais c'est compliqué parce qu'il faut arriver à enlever des couches de barrières, voilà, jouer de la guitare, aller très vite à la guitare, c'est, comme je dis souvent, c'est n'importe quel crétin peut y arriver en bossant tous les matins. Jouer très bien de la guitare, c'est autre chose. C'est pas pareil. Et chanter, c'est vraiment. C'est pas parce que tu chantes tous les matins que tu vas devenir Pavarotti, quoi. Donc, il faut arriver à enlever des choses, il faut arriver à libérer, être objectif dans ses défauts, dans ses qualités. C'est dur, ça. Et il n'y a pas de triche en chant. Voilà. Se connaître dans ses défauts et ses qualités. Et à partir du moment où il y a ça, on peut exprimer quelque chose. Mais alors, de là à faire vibrer les gens, il faut arriver à être à poil, il faut arriver à. C'est pas facile. Voilà, et c'est tout un parcours, mais après nos choix de vie, comme j'expliquais tout à l'heure, voilà, t'as entendu, on a refait des majors, c'est le texte, c'est le machin, des trucs, on est quand même très en accord avec ce qu'on a choisi. On dit pas il faut faire comme nous, parce que c'est nous nos choix. Mais du coup, quand je chante ça. Je chante ces choix-là, comme dans le blues, quoi. Voilà. Et du coup, comment vous définiriez-vous votre musique ? C'est bon, c'est compliqué parce qu'elle est complexe. Elle est complexe parce qu'il y a beaucoup de... Quand tu entends une chanson de Clouseau, la 12e, est très différente. Donc, c'est du blues. À la base, c'est du blues, ça c'est sûr, américain. Sauf que c'est une interprétation du blues avec nos personnalités, nos choix de vie, notre culture aussi, parce que on a une culture forte. On vit dans un pays qui a une culture forte. Et ça se sent un peu dans l'interprétation. Mais il y a les fondements américains dedans, parce que c'est une musique américaine. Donc, et c'est pour ça qu'on mixe là-bas, qu'on joue souvent là-bas, parce que c'est là-bas qu'on apprend. C'est là-bas qu'on apprend, c'est à Nashville, c'est à Memphis, c'est à Atlanta, c'est là que ça se passe, hein, c'est Mississippi. Voilà, je dirais que c'est du blues et du rock. Alors il y a de la soul, évidemment, avec les cousins, il y a toutes les variétés dedans, mais c'est du blues organique. À la base, voilà. Et du coup, peut-être quel groupe vous ont inspiré ? Qu'est-ce qui vous a vraiment inspiré pour toutes ces chansons ? Bon, il y en a beaucoup, mais c'est toute la base du blues, c'est-à-dire Robert Johnson, les premiers bluesmen américains, et après l'adaptation électrique par Jimi Hendrix, évidemment, qui on entend, les gens qui connaissent la guitare entendent ça chez nous, ça, c'est évident. Il y a Hendrix qui plane sur notre musique, tu vois, voilà. Ça, l'adaptation anglaise de cette musique, les Zepp, les Who, tout ce genre de choses. Et la soul, puisque ça s'entend beaucoup dans la voix, et Curtis Mayfield, ce genre de choses. On est dans le fondement de la musique noire américaine, quoi. Et pour ceux qui ne connaissent pas Jimi Hendrix, donc, je rappelle juste que c'est un très très grand guitariste, et que pour les guitaristes, c'est presque un dieu, on va dire ça comme ça. C'est un dieu. Et donc du coup, moi je voulais vous parler aussi, c'est votre dernier album qui est sorti cette année, donc Rock Famous. Donc les chansons de cet album reflètent bien votre musique, votre groupe, mais surtout votre vie et vos convictions. Puisque vous n'êtes pas du coup les deux musiciens que tout le monde parle, mais aussi des agriculteurs et de Gascogne, on précise bien. Ça c'est super important, la culture là-dessus. Et donc ces chansons, elles reflètent en soi votre double vie, dont Rock Famous. Et d'ailleurs, je voulais que vous me parliez un peu de cette chanson.
Qu'est-ce que veut dire pour vous? Ouais, cette toute première chanson qui est aussi le titre de l'album. C'est marrant que tu poses cette question parce qu'on nous parle rarement de cette chanson parce que c'est pas le tube quoi. Puisque ça fait 7 minutes et qu'il y a que des sauts de guitare. Et alors celle-là c'est une chanson qu'on joue depuis 4 ans en concert à la fin avec des riffs, le riff initial là. Ça fait un moment qu'on le joue celui-là. Et on avait beaucoup de chansons sur cet album, parce qu'on aurait pu en sortir, c'était un double, mais ça aurait pu être un triple, parce qu'on avait assez pour faire un triple. Bon, on a fait, déjà double, c'est compliqué aujourd'hui à vendre, donc c'est une chanson qui représente vachement bien en fait Clouseau en live. C'est-à-dire, il n'y a pas de structure. On a l'impression qu'il n'a pas de structure, couplet, refrain. Et c'est une espèce de truc de trance, de rock qui se met en place et qui est notre relation avec Mathieu, tout simplement. Ou quand ça part en sucette, ça part en sucette. On sait même pas comment c'est prédéfini. Et donc, il y a cette espèce d'impulsion, des sérifs un peu la Led Zepp, mais ça repart. Et après, il y a ces mélodies un peu, pas psychédéliques, mais un peu où ça part en l'air avec une mélodie. Et puis ça repart, et ça revient, et ça repart, et ça revient comme une montagne russe, quoi. Et ça représente bien notre musique. Et alors l'histoire, c'est que Vance Powell, donc qui a mixé l'album là, on hésitait à la mettre en premier parce que c'est pas très commercial, tu vois, 7 minutes, les sauts de guitare, voilà. Mais c'est notre label, donc on fait ce qu'on veut. Et c'est ce qu'il nous a dit. Il a dit, vous n'êtes pas chez Universal, vous n'êtes pas de chef de produit casse-couille derrière, machin et tout. Vous avez des fans, oui, vous faites ce que vous voulez. Qu'est-ce que les gens ils aiment chez vous? Ça. Il dit, moi je la mets en premier, et puis je vais même la remixer, je la mets plus fort. Voilà. Donc c'est une histoire qui représente, c'est une musique qui, enfin cette chanson représente bien le groupe et surtout cet album qui représente les libertés aussi qu'on prend en concert, parce que des fois on se prend des libertés de faire des gros jams pendant des heures en plein milieu des chansons puis on repart. C'est ça, c'est une chanson qui est comme ça, qui est structurée quand même parce que c'est en studio, mais c'est comme ça et c'est vrai que ça a beaucoup plu à Powell qui l'a mixé. Je l'ai dit, voilà, ça c'est ça. Voilà. Et c'est ce qui vous unit total. Que Powell quoi, tu as les mêmes goûts que Powell. Et il y en a une autre chanson qui d'ailleurs, je trouve, représente bien vos convictions, c'est Gémeaux et pesticides. Ouais. Vous pouvez expliquer un peu pourquoi ça représente vos idées, vos convictions aux auditeurs? C'est une chanson ironique qui dit qu'on a fait chanter des enfants que les OGM et les pesticides vont sauver notre vie. Donc c'est évidemment ironique, hein. Et donc évidemment oui c'est une chanson foutage de gueule en fait sur l'agro-industrie qui et les grands, enfin l'agro-industrie, pas trop l'agro-industrie, mais les grandes multinationales de l'agroalimentaire, enfin Monsanto, la Syngenta, Bayer, tout ça, qui nous vendent le fait que les OGM et donc les pesticides qui vont avec vont sauver l'humanité et qui vont nous faire tous manger et que grâce à ça il faut bien produire pour faire manger la planète. Nous on nourrit la planète, donc sous couvert de nourrir la planète on peut faire n'importe quoi et donc c'est pour ça que c'est comme si les gamins ils chantaient une pub de Monsanto et comme c'est des gamins qui le chantent, bon c'est assez horrible, ça fait horrible quoi. Et du coup du coup c'est une chanson qui fait ça. Ça fait beaucoup rigoler aux États-Unis d'ailleurs cette chanson parce que voilà quoi, c'est un truc voilà. Je comprends. En même temps, c'est sûr que faire chanter les enfants pour parler de ça, c'est sûr que du coup ça marque beaucoup plus. Oui, tout à fait. Donc en reprenant par toutes les musiques que vous avez pu faire sur cet album, elles transmettent donc des messages vraiment importants, mais lesquels du coup? C'est le message de la Terre, hein. C'est le message d'un retour à la Terre qui nous paraît fondamental et inéluctable. Alors ça, pour nous ça va se faire, bon nous on est très en avance, mais on est issu d'une culture de terre, donc c'est pas un grand effort. Ça a juste sauté de génération, hein. On fait juste refaire ce que faisaient nos grands-parents. Mais il y a des endroits, c'est pire que ça, quoi. Ça a sauté 2, 3, 4, et les endroits d'où tous ces mouvements très urbains, végan, machin, etc., qu'on comprend. C'est un mouvement de répulsion envers l'industrialisation de la mauvaise viande, de la malbouffe et tout ça. Et il faut qu'on arrive à essayer d'établir un dialogue avec ces gens pour leur dire il y a dans les terroirs une histoire de gens qui cultivent la terre pour eux, pour se faire manger,
Et donc là, vous n'avez plus besoin de label bio, de label machin, mais c'est vous qui vous faites à manger, donc vous pouvez savoir qu'est-ce que vous faites à manger. Et donc forcément, vous niquez pas la terre, parce que de toute façon, c'est pour vous faire à manger, donc vous n'allez pas la niquer. Donc il y a quand même beaucoup de gens comme ça en France, dans les régions de terroir. Et les anciens travaillaient comme ça. On a appris, grâce à nos grands-parents, qui nous ont appris, ils n'étaient pas avec pesticides, les engrais, il n'y en avait pas. Donc c'était forcément, et donc c'est là où la culture a quelque chose de très important, au-delà de la langue et du folklore. Le plus important, c'est de transmettre comment on fait pour faire du maïs, comment on fait pour faire un poulet, comment on fait pour le faire manger, comment on fait pour gaver un canard et pourquoi on le gave, parce que c'est pas forcément que pour faire du foie gras. Etc. C'est pourquoi on fait du maïs, comment on le fait, comment on se sert du fumier des bêtes pour faire des légumes bio, machin, tout est lié. Et c'est tout un travail un peu pédagogique qu'on essaie de faire, mais des fois c'est difficile parce qu'ils sont manipulés par des images affreuses, mais aussi mensongères, parce que c'est pas la réalité de tout. Donc voilà, c'est comme nous, bon, on gave, mais on gave en traditionnel. Donc quand on se retrouve avec des gaveurs industriels, on fait pas le même métier. Et d'un autre côté, je comprends que les gens soient choqués par le gavage industriel, mais de là nous mettre nous dans le même sac, c'est un mensonge. Donc, et on essaie de, voilà, on est des gens, on est des militants, nous, de toute façon, mais pas au sens politique. Donc cet album parle de ça parce que quoi qu'il arrive, il y a 80% des gens aujourd'hui dans le monde qui habitent dans des grandes villes. C'est comme ça, c'est une évolution, c'est les politiques qui l'ont voulu. Et au final, ça crée un déracinement à la terre qui est incroyable et qui donne une ouverture au supermarché, à la malbouffe. Parce que forcément, qu'est-ce qui arrive en ville? C'est dans le meilleur des cas, c'est que la malbouffe et le bio, c'est pour les riches. Mais non, le bio, c'est pas pour les riches, c'est pour tout le monde, quoi. Donc, et c'est ça qui est en train de se créer. Donc nous, on est sur un autre pan qui est on se fait à manger, on réapprend la terre, on réapprend le truc, parce que derrière, il y a quand même aussi, au-delà de la bienséance de manger, il y a aussi tout un enchevêtrement de valeurs, de liens sociaux, parce que de ferme en ferme, ça se passe toujours bien, parce qu'on a toujours besoin des uns et des autres pour bouger le tracteur, le machin, moi je vois, et pourtant on est très différents, et, je vois chez nous, on n'est pas tous d'accord, hein, mais il y a une forte entraide quand même. Et pourquoi? Parce que tu as besoin de l'autre. Et là, tout ce qui est, si les noirs, arabes, musulmans et tout, mais t'en as plus rien à foutre, parce qu'en fait c'est demain, et les gens cèdent, et ça nivelle tout. Et c'est pour ça que nous on prône vraiment ce retour à en faire un peu, évidemment c'est toujours compliqué, mais en faire un peu, et les potagers collectifs et tout, parce que il y a une paix sociale qui se passe après derrière ça, en lien à la terre, mais en lien avec les gens. Donc voilà. Donc l'album il parle de ça. L'album il parle de toute façon c'est inéluctable. Voilà, c'est inéluctable. Il y aura un retour forcément à la terre de ta génération ou de la génération de tes enfants. Il y aura forcément un retour à la terre à un moment donné. Et on l'espère tous. Bon, c'est cool. Et donc vous avez du coup plusieurs projets à côté en tant qu'agriculteur, dont un actuellement qui fait beaucoup parler, celui de la riziculture en Gascogne. Vous pouvez un peu parler de ce projet et nous dire où vous en êtes d'ailleurs de ça? Ah oui, le truc de riz, oui, mais c'est pas vraiment un projet, c'est une connerie avec nos voisins, là, comme tu vois sur le documentaire. Et non, c'est on essaie de réfléchir à des idées qu'on a vues au Japon, qu'on ramène de nos voyages, etc., pour les adapter, puisque comme il y a une évolution climatique, on sait très bien qu'on va pas pouvoir continuer à avoir du maïs tout le temps, arroser tout le temps. Donc on essaie de trouver d'autres solutions et d'autres idées d'adaptation, mais voilà, parce que le riz, on a vu comment on le faisait au Japon et qu'il n'y a pas besoin d'autant d'eau qu'on croit et que on peut faire d'autres idées, voilà, mais c'est pas. Mais moi je pense que tout est possible aujourd'hui en agriculture, ça va vachement progresser, on se fait faire pousser des patates bio dans le désert maintenant, donc elles sont pas très grosses mais on arrive à en faire, donc aujourd'hui ça a tellement progressé l'agriculture que je parle pas de l'agriculture industrielle, hein, je parle de l'agroécologie, de la permaculture, les cultures de terroir. Aujourd'hui je pense que le monde a les moyens de pouvoir être autonome alimentairement parlant là où il est, écologiquement là où il est, donc en résolvant tous les problèmes d'écologie, parce que du coup, tu n'as pas besoin d'amener du kiwi de l'autre côté de la planète. Parce que par exemple, en ce moment, depuis des années, dans les Landes, ils plantent du kiwi autour de la Dour.
Parce qu'à cause du réchauffement, on s'est aperçu que et c'est super, et il est bio quoi. Enfin, c'est forcément bio. Et du coup, on peut manger dans les Landes du kiwi et il n'est pas obligé d'arriver de Nouvelle-Zélande quoi. Et on croit beaucoup à ça, nous. On croit beaucoup au fait que on peut évoluer dans les cultures et voilà. Après, ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, il faudra quand même faire des choix et restreindre quand même à la baisse notre consommation. Les fraises, si vous les plantez pas, ce sera compliqué d'en bouffer. Mais il faudra faire des choix de dire, on n'en mange plus, mais par contre, on va manger d'autres choses qu'on fait pousser chez nous que les autres n'ont pas. Et puis faire des échanges, des choses que les autres, et donc rétablir un vrai commerce quoi, pas envoyer du kiwi à des gens qui n'en veulent pas et envoyer ou nous par exemple, nous on comprend pas, on fait du foie gras pour l'envoyer en Chine, enfin c'est l'industrie fait ça, c'est nous notre élevage d'oie, c'est on le vend au marché à Mont-de-Marsan quoi, c'est pour les gens en local. Et ils mangent de l'oie de chez nous et qui est fait avec du maïs de chez nous, qui sont nés chez nous et en plus on aimait l'idée aussi que du coup, on gâte les gens de chez nous. Parce que, bon, le foie d'oie, c'est un truc exceptionnel, c'est pas du foie de canard. Et c'est un mets un peu de luxe. C'est devenu un mets de luxe. C'est la façon dont on le fait, c'est un peu luxueux, tout ça. Mais ceux qui en profitent, c'est les locaux. Parce que si tu viens pour le marché, tu pourras pas le trouver. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ça qui nous intéresse. Et du coup, donner au moins un avantage aux ruraux et qu'ils soient gâtés et pas toujours qu'il faille aller à Bordeaux et que comme tu as de l'argent, tu as des super produits. Ben non, les super produits, tu te déplaces, tu vas les acheter à la ferme. Voilà. Et donc, du coup, par rapport à tout ça, votre agriculture, au fait que, du coup, pour le foie gras, vous êtes là aussi, ça, donc c'est une culture que vous essayez de défendre par rapport à toute cette mondialisation qui est assez présente. Et donc, comment vous faites, vous, à ce moment-là ? Alors la mondialisation, nous on la scinde en deux. Il y a la mondialisation culturelle et la mondialisation économique. La mondialisation culturelle, on la défend et on trouve ça super. C'est le fait de pouvoir envoyer un mail à un Taïwanais, le Taïwanais il te répond, il t'explique comment il fait du riz, etc. Ça c'est génial. Et notre dessinateur est taïwanais, c'est pour ça que je dis taïwanais, c'est lui qui vient à la ferme dessiner les étiquettes de foie gras, nos étiquettes de peau de notre marque, la Boucasse. C'est lui qui les a fait en aquarelle. Il est venu dessiner. Alors il a dit pour les gésiers, etc. comme ça. Bon, voilà, on l'a rencontré là-bas. C'est un ami. Et s'il n'y avait pas eu Internet, on ne pourrait pas avoir cette relation. L'année dernière, il y a notre promoteur japonais qui est venu à la ferme. On était en train de gaver. Alors il hallucinait. Il était là, il nous regardait gaver. Il trouvait ça hallucinant, quoi. Ça c'est génial parce que du coup, on apprend les uns des autres et des cultures des autres. Et après, il y a la mondialisation économique, qui est ce que l'on vient de parler, où en gros, tu prends du kiwi qui arrive de l'autre côté de la planète. C'est incohérent et une imposition de c'est en fait mondialisation économique, c'est juste les multinationales qui sont en train de prendre le pouvoir au-dessus des États et qui nous imposent d'être plus des citoyens mais des clients en fait. Bon ça notre façon à nous de lutter, parce qu'on n'est pas des politiques, c'est de faire une ferme là où l'on est et de vendre en local et de faire un groupe là où l'on est et de le structurer en local, c'est-à-dire nos partenaires. Notre partenariat, c'est la Fédération de course landaise, Adichatz, donc c'est une marque de t-shirt, mais c'est fait à Cabreton, et c'est une marque gasconne, quoi. C'est Adichatz, ça veut dire bonjour. Et donc c'est eux qui les font, donc on va chercher les t-shirts chez eux et tout ça, c'est fait local. Une marque d'Armagnac, donc c'est Colette qui est dans le truc, et le rugby, le Stade Rugby, qui fonctionne comme nous aussi, il n'y a que des partenaires locaux. Et qui est un club pro 1, mais qui sont comme nous, ils se battent comme ils peuvent, et en face, il y a tout le enfin, tu vois, les excès du truc. Notre réponse, c'est ça. Et parce qu'on se dit, si tout le monde faisait comme ça, déjà, tu fais ce que tu as à faire, tu as envie, avec les moyens que tu as, là où tu es. Et grâce à Internet, quand tu ne sais pas un truc, puis merde, le riz, comment tu fais ? C'est un pote japonais, il va t'expliquer, si tu veux, c'est simple. Et après, tu verras bien si tu peux le faire avec le climat ou pas, et si tu ne trouves pas, tu trouveras une autre idée. C'est ça qui est intéressant, et notamment ta génération, vous êtes né avec Internet, et c'est génial, parce que nous, on l'a connu avant et après. Donc on peut analyser ce qui est bien et pas bien dedans. Et on se prend Internet pour ce qu'il y a ça de bien. Par contre, sur ce qu'il y a ça de pas bien, on le vire. Et donc c'est un peu à nous aussi, à vous dire, à votre génération, dire bon c'est génial Internet, mais en gros c'est génial pourquoi ? Pour échanger, pour apprendre, pour machin et tout ça. Après tout ce qui est
pas les réseaux sociaux parce que c'est vachement bien aussi, parce que ça nous permet de machin, mais tout ce qui est débat inutile pour ou contre, machin, on s'en branle, c'est une perte de temps parce que pendant ce temps-là, tu peux les planter les patates. Donc, tu vois ce que je veux dire. Donc, pour nous, ce qui est intéressant, c'est de lutter contre la mondialisation économique et de lutter contre les multinationales, c'est créer des richesses en local. Mais c'est pas que des entreprises, c'est des actions, des salles de concert, des associations, des radios, des machins, c'est tout ça. Et à partir du moment où tu crées tout ça, t'as plus besoin de te barrer en ville. T'as dans les grandes villes, je veux dire. T'as ton machin que ça. Et après, il y a autre chose sur lequel on se bat, mais il n'y a pas que nous, il y a aussi Pierre Rabhi, il y a plein de gens comme ça. C'est arrivé à dire, à partir du moment où vous êtes autonome alimentairement parlant, ou au maximum, parce que vous plantez des trucs et tout ça, mais vous pouvez enlever cet argent que vous gagnez dans votre salaire, les 500 €, 600 € que tu allais acheter, mais tu as besoin de gagner 500 € de moins dans ton salaire. Donc, ton temps de travail, tu peux consacrer dans ton temps de travail une portion par exemple 2 jours de la semaine, et dire c'est mon potager. Parce que c'est mon temps de travail puisque je me fais à manger, donc c'est une valeur. Et le penser, pas forcément en argent. Voilà. Là-dessus, nous, on pense vraiment que le monde va vers ça, et de toute façon, il y a beaucoup de jeunes dans le monde et de gens de notre génération. Après, c'est beaucoup notre génération qui pense comme ça, parce qu'on fait le lien entre les deux, mais c'est à nous à mettre en place ces systèmes. Et tu vois, par exemple, on pense à faire une école à la ferme, après, style Montessori, justement pour apprendre aux gamins à faire du maïs, faire leur canard, parler anglais, parler gascon, parler machin, mais Facebook, mais machin, discuter, apprendre à planter du riz avec un japonais qui arrivera, etc. Voilà. Et c'est à nous à mettre ça en place. Voilà. Parce que là, dans la direction dans laquelle on va actuellement dans le monde, sinon dans pas très longtemps, votre génération, la seule alternative qu'il y aura, ce sera travailler pour une multinationale, ce qui n'est pas très sexy. Donc, on essaie de faire ça. Voilà, notre réponse, c'est ça, c'est de faire du local au maximum. Et qui sont de véritables conseils pour nous, notre génération et les autres générations à venir. C'est pas un conseil, c'est une transmission. C'est-à-dire qu'on considère que c'est notre rôle de vous passer au moins d'autres chemins que ceux que les politiques sont en train de les uniquement vous proposer. Après, c'est à vous faire les choix, ce que vous avez envie. Tu vois, je dis pas qu'il faut pas aller en ville, au contraire, c'est cool. Hein. Nous, on a vécu 6 ans à Bordeaux. Bon, c'était pas cool parce que Bordeaux, c'est chiant. Mais par exemple, Toulouse, c'est une super ville, etc., etc. Mais c'est essayer de vous proposer d'autres chemins différents. Voilà, allez, je passe mes diplômes, je vais travailler, je passe à la ville, je vais travailler pour une multinationale, j'achète ma maison, j'en compte pour 25 ans, j'ai un gamin et je vais faire mes courses au supermarché du coin. On peut penser autrement, et les gens peuvent penser autrement et peuvent aussi organiser d'autres choses, quoi. Voilà. Tout à fait, en effet. Et donc du coup, moi je voulais finir sur une question que je trouve assez drôle quand même. C'est par rapport au concert de ce soir à Nogent-le-Rotrou, donc en première partie. Donc il y a une jeune femme bassiste, Miette, qui joue seule sur scène. Donc vous avez choisi votre première partie fait exprès, et est-ce que ça fait écho à votre chanson Fuck the Bass Player? Alors non, je me permettrai pas. Alors en fait, sur les premières parties, on laisse les promoteurs locaux choisir, ce qui est assez rare aujourd'hui, parce que ça arrive toujours à imposer, parce qu'on n'a pas de tourneur, on n'impose pas. Et par contre, on demande deux trucs. Il faut que ce soit des locaux, à peu près. Il faut qu'ils jouent de leur instrument, donc pas de putain d'ordinateur, pour résumer. Et voilà. Donc là, on est dans les critères. Voilà. Donc après, qu'ils sont de la basse, pas de la basse, bon, voilà. Eh bien, merci de m'avoir accordé un peu votre temps pour cette interview. Avec plaisir. Merci. C'était donc une interview d'Inspecteur Clouseau pour Fréquence Live sur Fréquencier. Merci à eux encore et surtout à Morgane pour s'être rendu à leur concert et de nous avoir apporté ce petit interview. À plus tard pour un nouveau numéro. Tu es un artiste et tu veux participer à Fréquence Live? Alors envoie un mail sur rédaction@fréquence-ci.org. rédaction@fréquence-ci.org.